Grande interview aujourd'hui dans Smart Tech avec Yosra Jaraya. Merci beaucoup d'être avec nous. Yosra, vous êtes la cofondatrice, directrice générale d'Astran. Astran, donc éditeur de logiciels spécialisé dans la sécurisation de nos données dans le cloud. Vous avez une technologie bien particulière qu'on va détailler ensemble. C'est une solution de stockage, je disais, donc, dans le cloud qui a été reconnue comme efficace par la CNIL, la commission qui protège nos données personnelles, en tout cas qui y veille, qui a été reconnue comme efficace pour éviter les transferts de données sensibles en dehors de l'Union européenne. Donc le secret, je le disais, c'est une technologie. Votre moteur au départ d'Astran, c'est ça? C'est de régler ces questions de souveraineté par une réponse technologique? Alors, à la création d'Astran, on venait d'une problématique, je dirais, un peu plus large que la souveraineté, parce qu'on réfléchissait en termes de confidentialité des données dans le cloud. On se disait que voilà, on utilise des solutions extrêmement efficaces tous les jours justement pour gagner en célérité dans l'entreprise. Ouais. Mais on y laisse toujours une part de confidentialité de ces données. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est pas normal. Il devrait exister une solution. Et c'est à partir de là qu'on a itéré un certain temps pour trouver la bonne formule, mais de trouver comment faire pour combiner les deux, pour continuer à bénéficier de ces solutions cloud, mais dans le même temps avoir une meilleure confidentialité pour ces données. Et alors comment techniquement vous faites pour garantir cette immunité des données vis-à-vis de transferts vers les États-Unis, mais également la Chine ou n'importe quel autre pays extra-Union européenne? Alors le secret, c'est de ne pas passer par les technologies habituelles qui vont garder la donnée au même endroit centralisé et la chiffrer. Ça, c'est ce qui se passe habituellement. Oui. Quand on fait ça, en fait, on déporte la confidentialité des données. On va déporter toute cette sensibilité sur la clé. Oui. Et il suffit qu'il y ait le moindre problème avec la clé, ou même que de manière normale dans son processus, elle transite par les fournisseurs cloud ou par des fournisseurs d'autres pays, pour que la donnée soit exposée. Et donc, nous, toute notre obsession, c'est qu'il n'y ait pas de clé. C'est qu'on trouve une architecture où on protège la donnée elle-même plutôt que de protéger la clé. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on va détailler, je pense. Et l'idée, c'est du coup, pour donner une vision très, très large, c'est de découper la donnée et de la distribuer sur plusieurs lieux de stockage. Donc, en fait, on a une réponse architecturale au problème plutôt qu'une réponse uniquement cryptographique. Mais ça veut dire quoi? Il faut choisir plusieurs fournisseurs de cloud? Alors, c'est une des possibilités, oui. Ça peut fonctionner, dans le cas de notre technologie, elle peut fonctionner soit sur plusieurs fournisseurs de cloud différents, et on est compatible avec déjà tous les clouds français, tous les clouds américains, et on peut très rapidement être compatible avec d'autres. Et on peut aussi mettre une partie sur ses propres serveurs, c'est tout à fait possible. Donc comment est-ce qu'elle est fragmentée? Comment est-ce que vous découpez ces données? Oui, c'est une suite d'algorithmes mathématiques. La particularité, c'est que pris chacun séparément, ces algorithmes sont insuffisants pour avoir le niveau de sécurité qu'on requiert. Mais mis ensemble, et c'est toute l'originalité, c'est ce qu'on a breveté d'ailleurs, ça fonctionne pour permettre une confidentialité parfaite de bout en bout. L'idée, c'est qu'il y a un premier algorithme qui va rendre la donnée confidentielle en l'encodant. Mais si on a toute la donnée, on arrive à la déchiffrer. Et donc, il y a un deuxième algorithme qui va la découper et la distribuer sur plusieurs points de stockage. Du coup, du point de vue de chaque point de stockage, on n'a accès qu'à des fragments encodés. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'était une photo, un document, à qui ça appartient. On ne sait rien du tout du point de vue du fournisseur. Mais on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une authentification pendant tout ce processus que je viens de décrire pour que personne ne puisse se faire passer pour le propriétaire de la donnée. Même nous, d'ailleurs, on n'a pas accès à la donnée de nos clients. Et ces différents points de stockage sont déterminés par qui, comment, à quel moment? Ils sont déterminés d'un commun accord avec nos clients qui vont décider où est-ce qu'ils veulent les mettre. S'ils ont des affinités avec des fournisseurs cloud particuliers, voire s'ils ont déjà des crédits à consommer, évidemment, on va les encourager à utiliser ça en premier lieu. Et nous, ensuite, on est capable de compléter. On est nous-mêmes en relation avec tous les fournisseurs de stockage cloud. Donc, on peut leur permettre de compléter la palette en tant que de besoin. D'accord. Et donc, c'est vraiment une solution logicielle que vous fournissez, uniquement? Oui. Pas d'hébergement? Non, nous, on n'héberge pas nous-mêmes la donnée. On est une couche intermédiaire
Et selon la manière dont on travaille avec le client, si on lui gère tout de bout en bout, on est ce qu'on appelle une solution PaaS, donc Platform as a Service. Donc, à partir de la première couche logicielle, celle de l'outil, par exemple l'outil de gestion documentaire, de CRM, etc. Ça, c'est la toute première couche. Nous, on vient juste en dessous et on peut gérer tout ce qui est en dessous. D'accord. Parce que ce problème de multicouche pose aussi des problèmes de sécurité aujourd'hui. Oui, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que soit on choisit la praticité et on laisse tout aux mains du fournisseur, du coup, pour le coup, de logiciel SaaS, du logiciel métier, Ouais. et on lui laisse tout gérer, y compris le chiffrement, les clés de chiffrement, toute la sécurité de la donnée est gérée par une seule entité. Dans ce cas, on n'est pas conforme RGPD, donc ça revient à ce que tu disais en introduction. On n'est pas conforme RGPD, on laisse des failles de sécurité liées au fait que la clé doit toujours transiter par ce fournisseur. Et on a une faille de souveraineté, parce que du coup, le fournisseur et les gouvernements sous-jacents peuvent accéder à la donnée. Même si, bien sûr, ils vont dire qu'ils ne l'utilisent qu'à très bon escient, que dans un contexte judiciaire, et c'est vrai. Mais pour autant, est-ce que cette simple faisabilité est acceptable d'un point de vue de la souveraineté numérique de nos entreprises? Donc c'est un peu la question auquel on entend beaucoup de choses sur ce sujet ces derniers temps. Et en réalité, nous on dit, plutôt que de faire des choses très complexes, s'il existe une solution technique simple, quelque part, pourquoi s'en priver? Oui, c'est ça. C'est comment répondre à ce casse-tête juridique, puisqu'on a l'Union européenne et les États-Unis qui travaillent ensemble pour trouver un cadre sécurisé pour le transfert de données en dehors de l'Europe. Vous nous dites, moi j'apporte une solution technologique finalement. Je voulais parler un peu de votre parcours. Donc plus de 10 ans en tant qu'avocate d'affaires. Vous n'êtes pas du tout dans les technologies au démarrage. Et puis vous vous intéressez à ce sujet de la blockchain. Vous partez suivre une formation au MIT. Et c'est là que vous décidez de lancer Astran. On est en 2021, finalement, c'est pas si loin. Vous êtes encore une jeune start-up. Vous vous spécialisez donc sur ces questions de souveraineté, de sécurité, mais aussi de conformité RGPD, de blockchain. Et cette année, vous avez été sélectionné dans la promotion des Young Leaders de la French American Foundation. Alors, je trouve ça super, mais c'est aussi une fondation qui prône les échanges culturels entre la France, les États-Unis. Ils ne sont pas un peu rancuniers que vous apportiez une solution technologique à un problème de souveraineté qui se pose en général avec des fournisseurs cloud américains? Alors, au contraire, ils voient notre solution comme un pont, en fait, qui va résoudre le problème sans cristalliser d'émotions subjectives ou négatives. La France, l'Europe et les États-Unis sont des alliés de longue date. Maintenant, il y a cette question de souveraineté. Il faut la traiter d'une manière ou d'une autre, tout en facilitant les échanges économiques, parce que les enjeux économiques sont énormes. Parce que les fournisseurs cloud américains représentent aujourd'hui 70% du marché européen du cloud. Donc on ne peut pas se voiler la face et dire... on peut ni se voiler la face côté français et dire non mais on va récupérer toutes ces parts de marché. Ça semble un tout petit peu compliqué. On peut grignoter des petites parts en faisant des efforts sur de la souveraineté, sur du Secnum Cloud, etc. Mais on ne pourra pas renverser complètement la tendance sur le cloud. C'est trop tard. Côté américain, on ne peut pas se voiler non plus la face en disant c'est bon, on est en train de négocier un Privacy Shield, tout va rentrer dans l'ordre. Parce qu'en fait, le mouvement de la souveraineté, il est plus large qu'un mouvement juridique. C'est un besoin des entreprises de sentir qu'elles ont le contrôle sur leurs données les plus importantes et les plus stratégiques. Donc des deux côtés, il y a la volonté de trouver une solution. Et donc la Fondation franco-américaine voit notre solution comme faisant un pont permettant de faciliter ces échanges économiques tout en mettant les Européens à l'aise sur leur souveraineté. Oui, alors ça veut dire que finalement, ça va permettre aussi aux fournisseurs de cloud américains de continuer à travailler pour des entreprises françaises, y compris pour des entreprises françaises qui sont soumises au Secnum Cloud? Alors oui, oui à terme. On est en train de postuler là, cette semaine pour être accompagné sur le dispositif Secnum Cloud. L'idée, c'est que aujourd'hui, ce qu'on peut proposer, c'est de mettre toutes nos infrastructures
chez des acteurs Secnum Cloud, avec lesquels on travaille aussi très bien. À ce moment-là, pour une entité qui est soumise à être Secnum Cloud, on peut avoir toute l'infrastructure Secnum Cloud. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est nous-mêmes certifier notre couche intermédiaire comme étant Secnum Cloud, ce qui permet d'aller encore un cran plus loin. Donc ça, c'est là-dessus que vous travaillez en ce moment. On est en train de travailler dessus. Oui. Donc effectivement, on comprend que ça puisse séduire des grands opérateurs américains. Comment voient les opérateurs français, européens, comment voient-ils arriver cette solution? Alors c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend. Si on prend des purs acteurs du chiffrement, on est en concurrence, il faut dire ce qui est, parce qu'on apporte une solution alternative au chiffrement. Pour autant, le marché est tellement énorme qu'on pourrait imaginer que sur certains cas d'usage, on va continuer bien sûr à utiliser du chiffrement, et sur d'autres, notre solution sera plus pertinente. Donc on peut aussi cohabiter sans difficulté, je pense. Surtout à la taille à laquelle on est aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore trop inquiétant. Après, sur les acteurs du cloud français, en particulier, on est partenaire avec eux parce qu'en fait, vu que notre solution va découper la donnée et proposer de la distribuer sur plusieurs clouds, là où de manière statistique, ils auraient perdu tout le contrat pour un fournisseur américain, là, ils vont récupérer un quart, voire la moitié des données qui seront stockées chez des fournisseurs français. Donc, on rééquilibre aussi notre succès futur permettrait de rééquilibrer la relation et la quantité de données qui est stockée chez des fournisseurs français. Donc on travaille aussi main dans la main avec eux pour trouver les meilleurs cas d'usage, pour les proposer régulièrement à nos clients, y compris ceux qui étaient déjà, si je peux dire, avec des contrats multi-années, avec que des fournisseurs américains, ce qui est quand même le cas de l'essentiel des boîtes du SBF 120 aujourd'hui. Alors justement, vous touchez quel type d'entreprise avec votre solution? Oui. On va toucher, alors déjà en termes de taille, on va aller plutôt sur des grands groupes parce qu'il faut un certain degré de maturité technologique pour être arrivé au stade où on se dit la confidentialité de mes données peut me coûter très cher, peut avoir de graves risques réputationnels. Donc notamment les sociétés cotées vont être des prospects toujours très intéressés par notre solution et par toute solution qui permettrait de les aider à améliorer la confidentialité de leurs données. Et ensuite, en termes de secteurs, on a pu voir émerger ce que j'appellerais les secteurs stratégiques qui reviennent tout le temps. Donc, soit des entreprises qui sont OIV, donc organismes d'intérêt vital, donc qui ont des obligations plus fortes en matière de sécurité des données, soit des organismes qui sont dans des secteurs un peu sensibles. Donc, ça peut être beaucoup de choses, notamment dès lors qu'on s'approche du secteur de la santé, du secteur bancaire, de l'assurance. Il y a tout de suite des données extrêmement sensibles. Mais là, vous nous parlez d'une question de maturité sur la prise de conscience de l'importance des données. Est-ce que d'intégrer cette solution, ça nécessite aussi une maturité technologique? Alors, pas particulièrement. Ou est-ce que vous pouvez, dans l'absolu, intéresser des PME, voire des TPE qui ont des données aussi importantes? Parfois, ce sont des sous-traitants de plus grandes entreprises. Oui. Je vais prendre un exemple très simple. On a construit un plugin qui est une intégration dans l'outil de CRM Salesforce. Ouais. Cet outil, il suffit de cliquer pour le télécharger. Il n'y a besoin d'aucune compétence technique, quelle qu'elle soit. Et le coût est équivalent, si ce n'est moindre, à toutes les solutions de chiffrement qui existent sur Salesforce, avec, pour le coup, la seule solution qui garantit que Salesforce n'a pas accès aux données. Donc, si on est une entreprise un peu plus petite, mais qu'on travaille avec des grands groupes et qu'on manipule dans son CRM, c'est la relation client, des données de nos clients grands groupes qui, du coup, demandent où est ma donnée, qui y a accès, c'est une solution qui ne demande aucune compétence technique. Et alors, qu'en est-il du secteur public ? Oui. Oui, qui manipule énormément de données sensibles des citoyens français. Oui. Je pense aussi aux collectivités territoriales qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que des grandes entreprises et qui, pour autant, sont sur ces sujets très sensibles de protection des données. Oui. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Le secteur public c'est un des secteurs qui a le plus besoin de notre solution, en réalité, parce que quand on parle de souveraineté, ils sont soumis à des règles plus strictes. Ils sont soumis à la doctrine cloud de l'État. Doctrine qui dit cloud au centre. Donc, il faut aller vers le cloud. Mais
attention aux données sensibles. Et donc, ils sont extrêmement intéressés. On a un certain nombre de clients du secteur public déjà aujourd'hui. On en a d'autres qui sont encore en phase de test de la solution. Et après, je dirais, il y a un timing secteur privé et un timing secteur public qui fait que, même si je pense que c'est l'un des secteurs qui sera parmi nos plus grands clients dans le futur, on sollicite aussi beaucoup d'aide pour avoir cette capacité d'adresser des acteurs dans le temps de prise de décision et peut être plus long. Ouais. Ça peut être, il y a certains acteurs du secteur public, on leur a parlé en réalité il y a 2 ans pour signer un contrat cet été. Voilà. Comment on fait quand on est justement une start-up, on parlait du lancement en 2021, qui est quand même assez proche, pour adresser des clients, alors on parle du secteur public, mais même les grandes entreprises que vous citez, comme Eiffage par exemple, comment est-ce qu'on travaille avec des grands groupes ? Eh bien, En plus, vous arrivez avec une solution technologique qui est disruptive, qui n'est pas facile forcément à expliquer. C'est vrai. Je dirais que il faut il faut croire énormément en ce qu'on fait et donner le temps au temps. Parce que ce qui va se passer, c'est que on va d'abord avoir une première conversation, je dirais, de curiosité intellectuelle, comprendre la solution, une première marque d'intérêt. Et ensuite, il faut passer des processus longs et parfois complexes de sécurité, conformité, direction des achats, contractualisation. Donc, il y a des étapes qui peuvent être plus longues dans le temps. Maintenant, on a quand même un avantage de faire tout ça. C'est que derrière, on est, pour une start-up, sur des contrats relativement confortables pour permettre notre avancement. Et après, je dirais... Il y a autre chose qui est très important. Dès le départ, dès le lancement, vous avez obtenu un contrat important qui vous a permis d'avoir ce temps-là ? Alors, on a obtenu des contrats assez rapidement, mais ils n'ont pas été d'un montant très élevé tout de suite. Ça a pris le cycle de vente d'un grand groupe, c'est minimum 9 mois, si ce n'est pas 1 an. Par contre, dans ce cycle de vente, il y a des petits contrats de test. Donc ça permet d'avoir un petit peu, de vérifier le vrai intérêt du grand groupe en face, qui mettent en face des personnes qui vont vraiment travailler dessus au moment où on a dit qu'on allait travailler dessus. Donc on fait toujours payer un petit quelque chose pour démarrer la relation. Et ensuite, on se donne ces 6 mois, 9 mois, 12 mois pour atteindre la mise en production de la solution avec le grand groupe. Maintenant, il y a des exceptions. Ça nous est arrivé de le faire en 3 mois où il y avait un besoin très urgent. Ils ont testé, ça a marché, ils ont mis en production immédiatement. Donc ça arrive aussi même au grand groupe. Et après, je dirais que c'est ce qui explique qu'en tant qu'entreprise, on n'a pas d'autre choix aussi que de requérir aux investisseurs privés pour se financer en attendant notre montée en puissance. Oui, alors vous avez donc réalisé une levée de fonds récemment, là, au mois de juin, 5 millions d'euros auprès donc, d'un fonds français. Oui. Galion, c'était un choix aussi de rester sur des fonds d'investissement français ? Alors, c'était important pour nous à ce stade de développement de rester sur des fonds qui sont dans le même état d'esprit et dans le même écosystème que nous. Donc c'est Galion et Sista Fund qui ont co-dirigé cette levée. C'est notre deuxième levée de fonds. Donc en fait, on a été financé. Les investisseurs privés ont cru en nous dès les tout débuts de la société, parce qu'on a eu une première levée de fonds en octobre 2021, donc 6 mois après avoir créé la société. Ouais. Là, pour le coup, on n'avait pas beaucoup de chiffre d'affaires, donc il fallait vraiment croire en notre solution et en nous. Et aujourd'hui, cette deuxième levée vient confirmer, d'autant plus dans le contexte actuel où il y a un peu moins de levées, on va dire ça comme ça, vient confirmer que les investisseurs ont vu qu'on avait tenu notre promesse, si je peux dire, qu'on a créé un produit qui fonctionne bien, qui attire des clients grands comptes, et donc viennent nous donner aussi les moyens financiers de poursuivre nos cycles de vente en cours et de les finaliser et d'aboutir à des chiffres plus importants. Alors, Sista Fund, juste, on rappelle quand même que c'est un fonds qui est dédié aux femmes qui entreprennent. Vous êtes vous-même engagée sur ce sujet des femmes dans la tech ? Oui, alors j'ai bénéficié dès les débuts d'Astran du soutien de Sista, qui est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'aider les femmes entrepreneurs à baisser les inégalités de financement avec les hommes entrepreneurs. Parce que pour vous donner une petite statistique, 2,5% des fonds à l'échelle mondiale sont donnés à des femmes entrepreneurs. Donc il y a un gap énorme. Comment vous l'expliquez ça, votre explication à vous ? Alors,
ce qui est certain, c'est que, enfin, il y a deux choses pour moi. Il y a quelque chose qui est du côté des fonds, qui est une sorte de biais où on a envie de financer des gens qui nous ressemblent. Et comme les fonds sont essentiellement dirigés par des hommes blancs de 50 ans, je n'ai rien contre eux. Mais du coup, on a très envie de financer des choses qui nous ressemblent, des mini-mois, moi je dis, comme dans le recrutement d'ailleurs, on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. Et ça, c'est un biais qui touche les fonds. D'ailleurs, ça a été démontré que quand ils discutent avec une femme, ils vont plus être axés sur les risques de la société. Quand ils discutent avec un homme, ils vont plutôt axer sur l'ambition de la société. Et donc, une femme qui vient présenter une ambition, il faut qu'elle s'accroche et qu'elle démontre son point et qu'elle revienne à l'ambition à chaque fois qu'on veut la faire revenir à quelque chose de plus petit. Et c'est d'ailleurs ce qui, j'allais dire, notre critère numéro 1 de choix de nos fonds d'investissement, c'est qu'ils partagent notre ambition, et une ambition mondiale. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les fonds. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou si c'est juste que les fonds sont un peu plus inquiets en ce moment, mais ça, c'est extrêmement important pour moi. Merci beaucoup, Yousra Jaraya. Vous restez avec nous parce que justement, on va mettre en lumière des entrepreneurs de la diversité. On va voir comment on peut changer un peu ce visage de la tech. Ils ont des initiatives très intéressantes. C'est notre grand rendez-vous diversité juste après une petite pause.